Alors Jean Spinette, bonjour. Vous êtes président du CPS de Saint-Gilles. Oui, je suis dénoncié, mais tu sais que je suis issu du secteur culturel. Voilà. Mais au niveau fonctionnel, un CPS, ça a un rôle au niveau de la vie culturelle d'une commune. Ah, j'en suis convaincu, mais il faut dire peut-être que le patrimoine génétique du CPS de Saint-Gilles est particulier, puisque je n'occupe jamais que le bureau d'Albert Ellenbosch, qui fut le fondeur de Parcours d'artistes à Saint-Gilles. Et c'est vrai que je suis le dépositaire un peu de cette tradition, puisque moi-même, depuis plus de 10 ans, je m'occupe du parcours d'artiste avec quelques-uns à Saint-Gilles. Et au début, je trouvais ça paradoxal quand même qu'un président de CPS se soit préoccupé de cette rencontre entre culture et public. Et en fait, je pense qu'au contraire, c'est l'essence même de notre travail, puisque nos institutions, depuis 1976, sont vouées à plus qu'une aide financière, vraiment un travail sur l'émancipation et l'accompagnement psychosocial de pas mal de gens fragilisés sur notre territoire. L'outil qu'est la culture, parce qu'à ce moment-là, si on a peur d'une instrumentalisation, en tout cas celle-là me paraît beaucoup plus noble, est un outil même fondateur dans l'action sociale. Alors, un CPS, ça travaille essentiellement vis-à-vis de gens qui sont extrêmement précarisés au niveau financier. Ça crée une approche au niveau différente que par rapport à un autre public du monde culturel. Ben, c'est vrai qu'a priori, dans les premières urgences qu'on peut reconnaître à quelqu'un qui se trouve en situation économiquement difficile ou même avec tout le panel de précarité, la culture pourrait paraître un luxe. C'est vrai qu'en tout cas, nous, ça a été un outil, dans un premier temps, aussi de réconciliation entre les institutions que sont les CPS. Et nous sommes financés même par le fédéral pour une action culturelle, donc c'est particulier vu notre système institutionnel de voir qu'il y a encore un soutien fédéral à la culture parce qu'ils y voient un outil du travail social. Et c'est vrai que par un certain nombre d'activités et d'outils culturels que nous avons utilisés, nos travailleurs sociaux ont pu se retrouver peut-être associés à leurs usagers d'une manière totalement différenciée, décalée. J'ai un exemple concret, c'est plus pratique. On a fait appel à la complicité d'un photographe que j'aime beaucoup, Ilan Weiss, avec une modiste. Ils ont travaillé sur le thème du chapeau. La modiste est merveilleuse avec des chapeaux très éthérés. Et pour piéger mes assistantes sociales, j'adore les piéger, je leur ai fait porter ces chapeaux. Et on les a fait porter aussi à des usagers. Il y a des photos extraordinaires qui en sortent. Je mets au défi sur les centaines de portraits qui en sont sortis de reconnaître qui est l'usager de l'assistante sociale. Je trouve qu'en termes de réconciliation dans un dialogue d'échange, c'est vrai que le vernissage était assez particulier. La rencontre est merveilleuse. Et ça a recréé, je pense, un autre regard, en tout cas, sur les deux parties prenantes. Si déjà ça, c'est gagné, en tout cas, je pense qu'on peut renouer un dialogue. Parce que c'est vrai que l'urgence sociale des premières lignes des CPS dans les capitales comme Bruxelles, c'est parfois difficile avec tous les problèmes de désaffiliation des publics, de rapports difficiles aux institutions que nous sommes. C'est vrai que pouvoir avoir un autre biais, un regard un peu décalé sur cette rencontre, est un outil d'échange merveilleux. Vous avez décrit un exemple, vous pouvez éventuellement aussi... Vous faites quoi? Vous faites des programmes, vous faites des activités particulières, vous travaillez avec des groupes? Il y a plusieurs outils. C'est vrai qu'on s'en sert dans notre action sociale. Par exemple, pour une mobilisation sur le surendettement, là c'est avec le Magic Land Theatre que tout le monde connaît, on travaille à une exposition interactive où les comédiens impliquent les gens dans le processus du surendettement. Mais ça va aussi parce que petit à petit, il y a dans le groupe culture, il y a un groupe culture qui se constitue dans la coordination sociale qui tourne autour des CPS. Nous pouvons fédérer les associations du secteur associatif culturel, social, et nous mélangeons aisément les deux. Au départ de ça, on a drainé les publics et petit à petit, un comité d'usagers s'est développé, devient de plus en plus conséquent et choisit lui-même une programmation de visite muséale ou autre. Ça va du grand tourisme au musée le plus pointu. Et c'est vrai que c'est assez éclectique comme programmation. Ça vient je pense que les usagers de CPS, on se fait parfois une image un peu figée, caricaturale de qui il s'agit. C'est un public très large. Et effectivement, je pense que le choix que ces comités culturels font de leur visite est à l'image de cette diversité. Écoute, j'ai eu l'occasion d'essayer récemment une visite avec eux. C'est vrai qu'on est allé voir un musée, enfin un jardin japonais, mais ça allait aussi du bateau de la marine qui est à Ostende. Mais ce sont des tas de musées comme le musée de Marimont avec un travail de fond sur les collections et ils sont fait la balade. Donc c'est assez large. Et ce public très diversifié. Et c'est là aussi que peut-être dans la rencontre entre le secteur culturel et les opérateurs publics que nous sommes, un travail intensifié peut se faire, c'est que nous avons des publics qui sont demandeurs de culture et je pense que dans un partenariat intelligent, nous pouvons travailler. L'ASB, l'article 27, est pour ça une cheville ouvrière exceptionnelle parce qu'eux-mêmes, au-delà du concept de l'accessibilité financière, ils ont
déjà maintenant il y a un peu plus de 15 ans, apporté cette question de la médiation culturelle comme un élément essentiel. Ils ont essayé de la mobiliser dans un premier temps. Et puis maintenant, ça s'associe ou s'allie très fort, non seulement aux opérateurs culturels auxquels ils donnent accès, mais aussi aux opérateurs sociaux que sont les CPS et toutes ces associations qui drainent des publics de travail de fond et qui ont un accompagnement de public. Et par cette complicité, je pense que c'est ces associations et les CPS qui sont les meilleurs représentants du principe d'article 27 et des opérateurs culturels qui y sont liés. Alors, le travail en réseau, je plaide donc, comme tu l'as compris. Tout à fait. Alors, au niveau du CPS, vous travaillez ces publics précarisés financièrement. Qu'est-ce que vous pensez alors des mesures de gratuité? Ah, écoute, je connais ton combat et le débat de Bernard Edembert sur cette question depuis de longues années. Moi, c'est vrai que je récolte parfois certains petits musées qui vivent difficilement cette mesure. Je pense que sur le principe, je te rejoins totalement. Je garde un souvenir assez ému. Je suis aussi, comme certains passionnés par des sujets un peu plus pointus, je suis allé à un grand musée londonien voir les collections de tsuba et de gardes de sabre japonaises et de lames de sabre japonaises. Et j'ai été étonné. Il y avait la grande exposition phare, je ne sais plus ce que c'était, ça devait être les statues chinoises qui ont fait le tour du monde, cette espèce de grosse exposition un peu mainstream. Mais j'ai été saisi de voir que l'entièreté du musée était plein de gens, le dimanche, avec des hot dogs à l'entrée et une espèce d'ambiance de fête qu'on considérait comme, enfin, qu'on verrait comme une vision totalement iconoclaste, je pense, dans certaines politiques de monstration de nos musées. Et j'avoue que ce petit voyage en Angleterre, j'aimerais le conseiller à un certain nombre de directions de musées. Parce qu'effectivement, ça change totalement le prisme et la relation que l'usager, l'utilisateur de culture peut avoir en musée. Et pour... Je rejoins l'intervention de l'interlocutrice précédente qui parle du fait qu'au-delà de l'obstacle financier, il y a l'obstacle intellectuel de se dire je vais rentrer dans ce musée, ce lieu m'appartient, créer des opportunités. Et peut-être que le travail en réseau est encore à construire pour qu'on emmène les gens, parce que je pense beaucoup à l'effet du compagnonnage, l'effet Pygmalion, d'emmener les gens, de montrer que tout le monde peut y aller, pas seulement des médiateurs culturels, mais aussi parfois des usagers eux-mêmes qui ont fait l'expérience de la visite ou d'envahir un lieu culturel et qui emmènent d'autres, à leur image ou pas, à venir dans ce musée. C'est vrai que si c'est une de mes usagères, j'en ai quelques-unes qui sont assez exceptionnelles, qui emmènent les gens par la main au spectacle, ce sera beaucoup plus pertinent que moi-même qui les emmène. Pour revenir au sujet de la gratuité sur les musées, je pense que c'est une mesure intéressante, mais pas suffisante. Je suis vraiment attaché à l'accompagnement et à la prise par la main des usagers, et en tout cas de baisser les hauts murs, tant des institutions culturelles que celles des CPS, d'amener les gens au dialogue. Alors voilà, je pense que c'est une voie, ça n'est pas la seule, et elle doit être travaillée encore, mais je pense que tu y veilles. Vous êtes Saint-Gillois, parlez-nous un peu des musées de Saint-Gilles. Ah, je savais que tu allais me piéger là-dessus, et c'est marrant parce qu'on a déjà eu la discussion à Smart. Il y a deux musées Saint-Gillois il y en a un qui l'a pratiqué, un musée reconnu dans le cas des musées bruxellois, qui est un petit musée auquel je tiens tout particulièrement, qui est le musée d'art fantastique. Lui, bizarrement, il est un des partenaires essentiels du CPS pour une politique jeunesse. Les enfants vont au musée d'art fantastique. Le prix en est prohibitif pour les jeunes qui n'ont pas de moyens. Et donc, Michel ouvre les portes tout le temps. Il y a des partenariats tout le temps. Il râle sur ta mesure. À la limite, il t'aurait sur la tête, il te sauterait. On aurait une émission. On en a déjà parlé. On aurait une émission un peu comme il y a sur l'inviterai bientôt. Les talk shows français où on te saute à la gorge. Donc, effectivement, Michel, comme petit musée, est opposé, lui, à cette mesure parce que son évaluation à lui, c'est qu'il a des gratteurs qui viennent visiter, profiter de la mesure et qui de toute façon seraient allés au musée, qui avaient les moyens d'y aller. Et il a ce plaidoyer profondément social. Donc mon objectif est de vous réconcilier tous les deux. Parce que je ne comprends pas cette opposition. Effectivement, financièrement, pour lui, c'est un manque à gagner. Il n'a pas un public qualitativement plus intéressant que ce qu'il a d'habitude, et il a une perte sèche pour son petit musée en termes de revenus. Juste à côté, tu as un musée célèbre, soutenu par la commune de Saint-Gilles quand même fortement, où effectivement nous n'avons pas pris cette musée. C'est le musée Horta. Le musée Horta, le dimanche, c'est des cars entiers de touristes japonais qui permettent de financer. Tu verrais la conservatrice qui doit faire des petits calculs de petits pots pour sauver ce joyau, parce que les moyens communaux de communes de centre-ville sont assez faibles. L'économie du musée a besoin de ces cars. Ok, ils doivent les limiter aussi parce que sinon on abîme le musée, mais il y a vraiment besoin de cette rentrée financière. Donc, je te confirme que l'ouverture du musée Horta et l'ouverture de cette maison qui peut être, et qui en tout cas moi à l'adolescence a bouleversé mon regard sur l'architecture, je trouve ça dommage de ne pas l'ouvrir beaucoup plus.
J'en suis convaincu. Et donc, comment est-ce qu'on peut concilier? C'est vrai que par le passé, il y avait des mesures financières qui le compensaient. Je pense que le contexte budgétaire d'aujourd'hui ne le permet plus. Alors, peut-être, je sais que la mesure symbolique de l'ouverture auquel tu tiens est un élément important. Peut-être pourrions-nous trouver, en marge de cette démarche-là, des programmes spécifiques en lien avec les CPS que nous sommes. On en a déjà parlé avec certains administrateurs de ce musée. Et sinon, pour conclure, le dernier musée que tu as visité? Je vais te faire sourire. J'ai emmené des poids de vin découvrir le champ de bataille de la bataille de Waterloo. Et donc j'ai revu, je pense, 30 ans après, le panorama de la butte du Lion. Il y a une espèce de grand méga giga musée qui va être financé juste à côté. Et tu as ce petit panorama à 360 degrés qui m'avait marqué pour rendre compte ce qu'est un grand massacre. Petit garçon, j'avais été impressionné. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un peu vintage. J'aime encore bien le vintage. Encore un mot avec une autre casquette. Tu es aussi président de Présence Action Culturelle régionale de Bruxelles. Il y a tout un projet photographique qui s'est déroulé ces derniers mois et qui va bientôt être exposé. Tu peux en dire un mot? Écoute, c'est aussi, Damien Gare, c'est les hasards d'une rencontre. Parcours d'artiste, c'est ça. Au détour d'une rue, tu croises un artiste. Et effectivement, on en a plein. Je pense que la place de l'artiste dans la ville pourrait être un long débat aussi que tu pourrais initier. Et Damien est un homme qui fait des photos assez exceptionnelles. Et il commençait à coller des photos sur le mur. Et il est venu me parler, président de CPS avant tout. Oui, j'aimerais bien proposer ce projet de photo. Évidemment, j'ai tilté. C'était génial. C'est vrai que la connexion avec Pâques s'est faite tout de suite. Parce qu'effectivement, pour un Français un peu débarqué à Paris, de Paris direct à Saint-Gilles, ce Premier ministre avec un nœud papillon rouge, ça c'est une image assez amusante. Et l'idée de glisser un nœud papillon rouge, il l'appelle président d'ailleurs, amusant, de filer le nœud papillon rouge à l'homme de la rue et de lui donner un tableau pour s'exprimer avec 3 slogans sur ce qu'il voudrait comme grande réforme, est un outil de travail que les équipes de Pâques utilisent maintenant dans les quartiers, qui marche très bien. Et donc je pense que nous aurons une exposition récapitulative où le droit à la culture est souvent évoqué. Ça se passe où et quand? Écoute, je pense, parce que là tu essayes de me prendre en défaut, moi j'avais d'autres trucs à te fourguer, je pense qu'il va y avoir l'inauguration du grand centre culturel ou des galeries d'exposition qui est près de la place du jeu de balle, et c'est à cette occasion. Tu devras donner la date à un autre moment. Non, je la connais. Le vernissage est le 2 octobre et ça se déroule pendant le courant du mois d'octobre. Tu vois, tu essaies de me prendre en défaut. Mais dès demain, je donne rendez-vous parce que Pâques a eu la chance de s'associer à la charge du rhinocéros. Et c'est vrai qu'il y a ce débat sur les pavés du parvis. Le spectacle est assez impressionnant où justement dans la rencontre entre parfois l'errance urbaine et la plus grande pauvreté, des artistes sont allés à la rencontre des gens sur le parvis de Saint-Gilles, qui est un quartier en pleine mutation, ont interrogé les gens, ont questionné des professionnels et ont, je pense, rendu un regard assez poétique sur la ville et sur son évolution. Donc justement, un très bel outil de médiation culturelle. Ok, merci beaucoup. Toi aussi, tu vas recevoir le badge. Je pense que je n'ai même pas eu l'occasion de te le donner, même si nous nous croisons. Je l'offrirai à Michel.